Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis actuellement sur le site de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. La COP démarre tout juste et je profite de l'occasion pour vous faire un petit topo de la COP29. Donc, quels sont les enjeux à suivre, quels sont les vents de face à considérer, à quoi s'attendre. Donc, premier enjeu, le financement. La COP29 est souvent appelée la COP de la finance. Pourquoi? Parce que les pays doivent s'entendre sur ce qu'on appelle le nouvel objectif collectif chiffré, le NTQG, qui concerne en fait le financement qui est mobilisé par les pays développés vers les pays en développement pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique. Donc, pour transiter finalement. Et en 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par année à partir de 2020 pour appuyer les pays en développement dans leur transition. Et ce montant-là doit être revu à la hausse à compter de 2025 en respect de l'accord de Paris avec un montant de 100 milliards de dollars comme prix plancher. Mais des questions cruciales se posent, à savoir jusqu'à quelle hauteur élever ce financement-là, sachant que les besoins réels sont estimés en milliers de milliards de dollars, et ce seulement d'ici 2030. Qui doit payer? Qui peut recevoir? Des pays comme la Chine, comme l'Inde, devraient-ils contribuer? Comment inclure le financement privé, sachant qu'il manque de financement? Ce sont toutes des questions qui vont être abordées à la COP29. Deuxième enjeu, le rehaussement des plans climat. Il faut savoir que la COP29 se situe en deux COP majeures, soit la COP28 de Dubaï l'année dernière, qui a produit le bilan mondial et qui nous rappelait, sans surprise, qu'on avait encore beaucoup à faire en matière d'efforts climatiques, et la COP30 de Belém, l'année prochaine au Brésil, où les pays vont devoir rehausser leurs cibles climatiques, communément appelées les contributions déterminées au niveau national, ou CDM, dans le jargon onusien. Et idéalement, la COP29 devrait servir à construire un momentum pour en arriver à un rehaussement sérieux de l'ambition climatique l'année prochaine. Troisième enjeu, les pertes et préjudices. Les pertes et préjudices sont les impacts climatiques qu'on n'a pas pu éviter, même en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre ou en s'adaptant au changement climatique. Et ce sont surtout les pays en développement et les pays moins avancés qui en subissent les premières conséquences. À Dubaï, l'année dernière, un fonds pour les pertes et préjudices a officiellement été lancé pour aider les pays en développement les plus vulnérables à payer pour les pots cassés. Et malgré des engagements qui totalisent environ 800 millions de dollars jusqu'à maintenant, on est encore loin, en fait, de la somme de 580 milliards de dollars qui est estimée nécessaire chaque année d'ici 2030. Et la COP29 va devoir aborder la gouvernance de ce nouveau fonds-là, mais aussi la mobilisation du financement, y compris la contribution possible de certains pays comme la Chine ou certaines nations pétrolières, par exemple. Quatrième enjeu, la sortie des énergies fossiles. À Dubaï, l'année dernière, c'était la première fois qu'une décision de COP évoquait la nécessité d'une transition vers une sortie des combustibles fossiles. Même si ce n'était pas un engagement ferme pour la fin des énergies fossiles, c'est tout de même une avancée significative à considérer. Et à la COP29, certains pays pourraient pousser pour des progrès supplémentaires dans les textes de négociation pour avoir plus d'ambition sur la question, mais on doit évidemment s'attendre à une forte opposition de la part des pays producteurs de combustibles fossiles, comme ça a été le cas l'année dernière, par exemple. Et vous l'aurez deviné, la COP29 doit composer avec plusieurs vents de face, à commencer par l'élection récente de Donald Trump à la présidence des États-Unis. On connaît bien l'opposition du président Trump à l'égard du dossier climatique, mais certains experts estiment que la période de flottement avant son entrée en poste officiel à la Maison-Blanche pourrait tout de même permettre aux négociateurs américains de faire quelques avancées positives sur le climat durant la COP dans les textes de négociation. Mais une question sérieuse demeure, à savoir quel impact l'arrivée de Trump va avoir sur le niveau d'ambition des États-Unis, oui, mais aussi d'autres pays durant la COP29 et aussi dans les prochaines COP. Finalement, notons aussi que l'Azerbaïdjan, qui préside la COP29, n'a pas une très grande expérience en matière de diplomatie climatique et qu'elle ne voulait même pas assurer la présidence de cette COP-là au départ. Évidemment, ce sont des facteurs qui peuvent nuire au leadership de la présidence et ça, ça en inquiète plus d'un, considérant l'importance d'avoir des présidences de COP au leadership fort pour en arriver à des engagements structurants et ambitieux pour le climat. Avec ces nombreux vents de face-là, rarement la présence d'une société civile forte sur le site de la COP aura été aussi pertinente. Son rôle est crucial, voire indispensable,
pour faire remonter la réalité, les besoins du terrain dans les négociations, pour rappeler l'urgence d'agir et aussi pour collaborer avec toutes les parties prenantes, dont les gouvernements, dont les entreprises, pour insuffler plus d'ambition dans leurs actions climatiques. Et encore une fois, ben, la société civile québécoise, elle est présente, elle est active sur le terrain pour faire avancer des enjeux concrets comme la transition juste, comme la transition énergétique, comme l'appui aux communautés plus vulnérables, comme les communautés autochtones, par exemple, mais aussi pour faire avancer des questions de fond, comme le dialogue social et aussi le respect des limites socioplanétaires. Donc, voici mon premier topo. Restez à l'affût pour plus de contenu sur le réseau durant la COP29. Et sur ce, je vous dis à bientôt.